Monsieur Guillaume Coucou, bonjour. Bonjour. Alors, nous avons appris que vous avez démissionné du parti Obus. Dites-nous, qu'est-ce qui a motivé cette démission de ce parti? Oui, c'est vrai, j'ai démissionné d'Obus. Au jour d'aujourd'hui, je suis l'ex-président de la jeunesse de la formation politique Obus. Vous savez, chez nous, on dit si tu ne sais pas d'où tu viens, il faut savoir d'où tu vas. Donc, à un moment donné, et le comportement de nos hommes politiques de l'opposition actuelle et le comportement des formations politiques actuelles ont fait organiser une confusion totale à l'horizon. L'horizon n'est plus visible. Je crois que l'avenir de ce peuple est en train d'être hypothéqué. Donc pour cela, nous nous sommes dit, si nous faisons un retour en arrière, 15 ans auparavant, vous allez voir qu'il y avait plus une organisation, il y avait plus de stratégie, il y avait plus de compréhension des hommes politiques. Maintenant où la chose se profane à l'horizon comme si ce n'est pas moi, ce ne sera pas mon frère, ce ne sera pas un autre Togolais, cela met en confusion totale et l'espoir de cette jeunesse. Et comme nous, certains, nous avons fait un serment pour défendre l'intérêt de la jeunesse et faire en sorte à coaliser toutes les forces à arriver effectivement à l'alternance, c'est-à-dire au remplacement de l'équipe gouvernante actuelle, au renouvellement du personnel politique, pour que les Togolais voient de nouvelles têtes, de nouvelles figures diriger le Togo, pour que les Togolais voient une nouvelle manière de gérer les affaires du Togo. Parce que vous savez, actuellement, tout le Togo du sud au nord est gouverné dans une confusion totale, dans l'opacité. Donc, je crois que c'est le but et l'objectif fixé par le peuple togolais en se jetant dans la rue en 1994. Actuellement, où les hommes politiques actuels font comme si c'est eux la cause, si c'est eux qui doivent donner de nouveaux horizons, maintenant en confusion au peuple togolais, nous certains, nous ne nous retrouvons plus parmi eux. Donc, je préfère plutôt me retirer et me remettre à la disposition du peuple togolais. Et si dorénavant, un Togolais, qui qu'il soit, d'où qu'il vient, propose une autre chose qui puisse nous amener avec des objectifs clairs à l'horizon, c'est-à-dire à l'alternance. Je crois que c'est l'aspiration du peuple togolais et au renouvellement effectif de la classe politique, au renouvellement du personnel politique et surtout à la nouvelle manière de gérer les affaires du Togo pour que le Togolais lambda aussi puisse comprendre comment va son pays et où va son pays. Je m'associerai volontiers et entièrement. Alors, est-ce à dire que vous n'êtes plus d'accord avec la nouvelle vision que propose Obus, enfin son président, M. Agbeoumé? Je vous ai dit en fait que toute la classe politique de l'opposition actuelle ne m'inspire plus confiance. Si déjà la chose se passe comme si ce n'est pas moi, ce ne sera pas un autre, alors qu'il y a beaucoup d'autres dans ce pays. Donc si moi ça je me dis, si ce n'est pas moi, ce ne sera pas un autre. Ça je dis, on se plaint du plumage, mais on oublie l'oiseau qui en meurt. Quand nous étions rentrés en politique, moi je n'avais même pas encore la barbe, puisque j'étais en classe de terminale quand je suis rentré en politique en 90. Après mon bac, après ma formation, tu ne peux même plus travailler parce qu'il y a le EPT, dès que tu n'es pas avec le EPT, tu es exclu. Donc le EPT est un régime d'exclusion. D'abord, ça aussi c'est une cause contre laquelle nous luttons. Et ensuite, vous savez, le EPT est un régime à grande capacité de corruption. Donc, si la volonté du EPT au jour d'aujourd'hui, c'est que l'opposition ne soit pas ensemble pour faire cette lutte, surtout avec le code électoral qui profane actuellement le monde scrutin à une nominale à un tour. Si nous ne sommes pas ensemble, alors que le EPT a une grande capacité, la première volonté du EPT, c'est que l'opposition ne soit jamais ensemble pour chaque fois passer. Si nous référons aux résultats des dernières élections législatives qu'ils ont organisées et qu'ils ont dit qu'ils ont gagné, malgré qu'ils ont organisé et malgré qu'ils ont gagné, l'opposition a requis un électorat de près de 1 300 000. Et si nous ne sommes pas ensemble, alors que le EPT avec ses 800 000 voix, dès que nous ne sommes pas ensemble, dépasse déjà la plus grande formation politique de l'opposition, c'est-à-dire le leader de l'opposition. Je voudrais parler de ANC, qui a près de 700 000 voix.
la coalition Cassien qui a près de 300 000 voix, et l'UFC qui a 100 000 voix, et les autres formations politiques qui font le conglomérat de 1 300 000. Si nous ne sommes pas ensemble, comment est-ce que nous pouvons gagner le RPT? Comment est-ce que nous pouvons provoquer l'alternance au Togo? Nous, certains, il faut que nous laissons nos égos de côté et que nous nous disons, si ce n'est même pas moi et que c'est un Togolais qui puisse amener l'alternance, que tout le monde soit prêt. Mais s'ils ne sont pas dans cet objectif, moi, Guillaume Koko, je ne me sens plus avec eux. Alors, quelles sont vos relations aujourd'hui avec M. Agbeyome Kojo? Agbeyome, nous avons de très bonnes relations. Agbeyome, je ne vous l'ai jamais dit, peut-être Agbeyome est mon beau-frère. Mon beau-frère, c'est puisqu'elle a marié ma soeur, ma grande soeur. Donc, nous avons toujours de très bonnes relations. Vous savez, je me suis engagé en 90 en politique, pas pour faire une lutte de personnes, mais une lutte contre un régime. Un régime où il y a des mains avaient construit un régime, ça disant au tenant actuel de ce régime que oui, c'est mon héritage, puisque je vous le transmets, c'est vous seul et vous seul qui devez le conserver. Et je dis non. Donc ce régime, automatiquement, avec cette vision, doit quitter. Maintenant, pour quitter, il faut que l'opposition se ressaisisse en laissant leurs égos de côté pour dire que même si ce n'est pas moi, si c'est un homme de Sokodé, un homme de Kara, un homme de Tapon, un homme d'Anero qui puisse faire cette affaire, et nous serons prêts à donner notre onction. Mais s'ils ne sont pas prêts dans cette logique, moi Guillaume Koko, je ne sais pas. Donc ce qui veut dire que vous appelez à une candidature unique de l'opposition? Bien sûr, puisque c'est la solution. Mais est-ce que en appelant une candidature unique au sein de l'opposition, est-ce que vous n'êtes pas en train de légitimer la candidature de M. Faure Gnassingbé pour 2015? Mais comment légitimer la candidature de Faure Gnassingbé? Non, c'est-à-dire en choisissant un candidat unique, ce qui veut dire que vous voulez affronter, ou bien vous souhaitez à ce que ce candidat affronte M. Faure Gnassingbé en 2015, alors que certains disent qu'il ne doit même plus aller à ces élections. Vous savez, je crois que le même schéma s'est passé au Sénégal. Ne nous leurrons pas, disons-nous la vérité en face. Moi, j'ai dit un jour sur une radio que le jour où Faure Gnassingbé, en tant que Guillaume Koko, s'est posé à la candidature, à la magistrature suprême, il faut qu'il sache qu'il a gagné d'avance. Parce qu'il ne peut pas gagner. Faure ne peut pas gagner. Mais si nous sommes convaincus que Faure ne peut pas gagner, surtout en voyant le schéma de ce qui s'est passé en 2013 aux élections législatives, où la majorité, c'est-à-dire les 1 300 000 voix que détient l'opposition, dépasse largement le RPT, qui a 800 000 voix. Si Faure ne peut pas gagner, ça veut dire que si l'opposition s'organise très bien, et en ayant un représentant dans chaque bureau de vote, c'est-à-dire en partageant les régions, en ayant un œil partout, et juste après les élections, qu'on ait sur les 7000 bureaux de vote, qu'on ait les 7000 PV. Mais comment Faure peut-il gagner? De toute façon, c'est vrai que la loi n'est pas rétroactive. Bon, Wade a voulu le faire. Il a laissé passer un mandat d'abord, et au deuxième mandat, il a posé le problème de limitation des mandats. Ça disant, croyant que oui, bon, étant donné que la loi n'était pas rétroactive et que le premier mandat ne compte pas, c'est-à-dire le mandat dans lequel il a posé le problème, c'est ça qui comptera, et il est encore prêt à briguer un second mandat. Mais l'opposition d'abord avait voulu barrer la route à Wade. Mais il y a certains qui se sont dit, écoutez, si nous nous organisons, on peut les gagner. Et c'est vrai, la loi n'étant pas rétroactive, Faure peut se représenter. Mais ce n'est pas ça le frein à l'alternance. C'est-à-dire qu'il faut que l'opposition s'organise évitablement. Mais de toute façon, il y a d'autres enjeux que nous oublions. Peut-être la classe de l'opposition actuelle oublie. C'est-à-dire Faure n'est pas seulement le seul enjeu. Je vous ai parlé, je vous parle des instruments de pouvoir, qui est la gendarmerie, l'armée, la police. C'est avec ces éléments que Faure est en train de rester au pouvoir. Donc, si nous croyons que c'est seulement quand Faure va quitter le pouvoir qu'il y aura alternance, et nous l'aurons. Mais tenant, il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on prenne un candidat unique. Il faut qu'on pose des conditions. D'abord, la neutralité de l'armée. On sait que l'armée n'est pas neutre dans ce pays. La neutralité de la gendarmerie, la neutralité de la police. S'il faut peut-être demander l'assistance des Nations Unies pour envoyer des assistances pour superviser les élections, d'accord. Mais ce stagnant sur ce problème de limitation de mandat, où la limitation doit être effective, je crois que c'est une fuite en avant. Enfin, on peut se présenter, mais si on s'organise très bien, on a les procès verbaux, on a un œil dans tous les bureaux de vote, on va gagner valablement fort avec le soutien de la communauté internationale. Et en ce moment, s'il n'est pas prêt à laisser le pouvoir, en ce moment, le peuple va s'organiser. Alors, qui selon vous, peut être ce candidat-là, qui puisse apporter ce miracle? Je ne peux pas, à ma position actuelle, vous dire qui peut être ce candidat. C'est pour cela que je continue à soutenir l'initiative de Fulbert Ratisso, qui dit qu'il faut que l'opposition fasse d'abord
comment on appelle l'état général. Des états généraux pour voir qu'est-ce qui nous a empêché depuis 1998 jusqu'à présent d'accéder à la tenance. Il faut faire d'abord cet état général. Maintenant, à l'issue de ces états généraux, si certains se sont vus frustrés par la déclaration ou le comportement des uns et des autres, on corrige tout cela et puis on définit maintenant la qualité de celui qui peut être le candidat de l'opposition en 2015. Bon, maintenant, si tel n'est pas le cas, si chacun garde des dents contre son voisin alors que vous parlez de candidature unique. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier de vue, c'est que en politique, la plus petite voix est la plus-value. C'est-à-dire, c'était venu ici, c'était prouvé en 1994. Agboyebo avait eu 35 députés, Eden Kodjo avait eu 7, mais Eden Kodjo a bloqué la route de la primature à Agboyebo parce que, faisant peut-être des conditions qu'Agboyebo n'avait pas acceptées. C'est pour cela que nous nous disons au jour d'aujourd'hui, dès qu'on choisit, ils ont fait ces états généraux, qu'on choisit un candidat pour l'opposition, mais maintenant il n'a qu'à faire des propositions à toutes les formations politiques selon leur grandeur ou leur petitesse. Au jour d'aujourd'hui, on sait que c'est Jean-Pierre Fabre qui est le leader de l'opposition avec peut-être 19 députés. Bon, si lui n'est pas choisi, parce que s'il n'est pas choisi, il sera d'accord s'il aime ce peuple. Il va dire que oui, c'est moi qui ai apporté peut-être le plus gros électorat. Donc si c'est moi qui ai apporté le plus, c'est moi qui apporterai le plus gros électorat. Si vous faites un gouvernement de 30 membres, voici le nombre de ministériels, le poste de ministère que je veux. Bon, ça c'est à discuter. Bon, maintenant, si le choix tombe sur lui par hasard, c'est bien. Mais en ce moment, moi je me dis que si moi je suis à la place de Fabre, j'allais laisser qu'on choisisse un autre. Parce que dès que le choix tombe sur toi, tu perdras tout. Les gens diront que oui, tu as déjà pris la présidence, et si c'est 30 ministres, donc tu auras seulement 3 ministres. Et les autres, c'est nous qui partageons. Donc maintenant, si le choix tombe sur lui, qu'il s'attende aussi à faire des sacrifices en faveur de ce peuple. En disant que bon, moi je prends la présidence avec peut-être, vous savez, avec tous ces rouages que la présidence contient. Bon, les autres vont dire que bon, c'est 30 ministres, toi tu prends peut-être 10 et nous prenons le reste. Qu'il accepte également ce choix. Pour ce peuple, si nous aimons ce peuple, nous sommes prêts à faire ce sacrifice. Maintenant, quand nous disons que non, si ce n'est pas moi, ce n'est pas l'autre, et que bon, je suis prêt, parce que cette déclaration avait été l'objet que J-Chris avait fait dans le temps, en disant que si ce n'est pas moi, que ça reste comme ça. Je dis que ça reste comment? Que les Togolais continuent à souffrir? Est-ce qu'il a été à Dapao, il a été à Mango, il a vu la souffrance de ces peuples? Donc, si ça devrait être ça, pour dire que, comme à l'état actuel, pour dire voilà, si ce n'est pas moi, que ça reste comme ça, je crois que nous ne pouvons pas nous permettre d'être tout le temps juste. En ce moment, nous allons passer à la mobilisation générale de ce peuple pour retrouver peut-être un nouveau leadership, pour aller à la tenance, coûte que coûte. Merci. C'est moi qui vous remercie.